Voilà, on arrive au dernier chapitre, qui sont les thrombolytiques. Alors, contrairement aux anticoagulants, contrairement aux antiagrégants qui empêchent la constitution du caillou ou bien son extension, ici, ce n'est pas le cas. Ici, le caillou est déjà formé. Et on donne ce médicament-là pour le dissoudre. Donc, vous supposez que le risque hémorragique est plus important. C'est plus important que les anticoagulants, c'est plus important que les antiagrégants. Là, il agit de façon importante. Là, même s'il y a un caillou, il va le dissoudre. Ou il va essayer de le dissoudre. Voici donc là, les thrombolytiques ou bien les fibrinolytiques. À l'état physiologique, on a un certain degré de fibrinolyse physiologique. C'est une cascade que notre bon Dieu a créée dans notre sang pour éviter la coagulation du sang dans notre sang, dans notre circulation sanguine. Sinon, vous aurez des cailloux un peu partout. Donc, il y a ce qu'on appelle la fibrinolyse physiologique. Et cette fibrinolyse physiologique-là, c'est le fait qu'elle va transformer le plasminogène en plasmine. Le plasminogène, il est fabriqué au niveau du foie. Et qui va le transformer en plasmine. Et puis, vous avez donc la plasmine qui va agir sur le fibrinogène et la fibrine et va les dégrader. Donc, nous, quand on donne les thrombolytiques, c'est pour potentialiser l'effet du plasminogène. Et le plasminogène va donner plus de plasmine. Et la plasmine, elle va donner une dissolution du caillou sanguin. C'est très simple. Ça, c'est physiologique, mais on est là pour justement, comme l'héparine, elle est là juste pour se fixer sur l'antithrombine 3 pour potentialiser l'effet de l'antithrombine 3. La même chose, elle est là pour potentialiser l'effet et la transformation du plasminogène en plasmine et, bien entendu, entraîner une fibrinolyse, une dissolution du caillou sanguin. La plasmine, elle est très forte. Elle prend le caillou sanguin, elle le dégrade. C'est comme vous mettez de l'esprit de sel sur du calcaire. Quand on veut dissoudre on utilise les produits les plus. Eh bien, la même chose. La plasmine pour le caillou sanguin, elle va le dégrader. Et elle va vous donner ce qu'on appelle des produits de dégradation. Elle va le dissoudre. D'accord? Et c'est un produit très, très fort qui existe en état naturel chez nous. On le potentialise seulement par les thrombolytiques. Donc, les thrombolytiques transforment le plasminogène inactif en plasmine active. La plasmine est à l'origine de l'activité de lyse des thrombus, voilà, dans l'organisme. Et c'est un équilibre permanent entre formation et lyse du thrombus. Sinon, on ne peut pas vivre. En effet, le principal rôle de la plasmine est de détruire la fibrine formée à partir de plusieurs molécules de fibrinogène pour cette thrombus. Pour simplifier, nous parlons ici que de l'activateur succinal du plasminogène, c'est-à-dire on active, on produit du plasminogène, d'accord? Et de la ténictéplase. Et leur administration, elle se fait, bien entendu, par voie intraveineuse. La demi-vie de la ténictéplase est relativement longue. Elle est de 25 minutes, 5 fois plus que le TP endogène, et permettant une administration simplifiée en un seul bouche intraveineux. Il y a plusieurs types. Il y a la métallyse, il y a l'actilyse. Et avec la métallyse, c'est plus facile. D'accord? Quelles sont les indications? Vous savez que là, c'est un médicament très dangereux. Les thrombolytiques sont des médicaments très puissants et le risque hémorragique qui leur est lié est majeur. Les indications de ces traitements sont donc uniquement dans les cas les plus graves. Quel est l'état grave qui engage le pronostic vital? Le syndrome coronarien aigu avec ce décalage du second respect. Ce qu'on a vu avant-hier. Parce que si l'artère coronaire elle est occluse, c'est le myocarde qui souffre. C'est le tissu musculaire du cœur avec lequel on vit qui souffre. C'est le cœur qui souffre. C'est le pronostic vital qui est en jeu. On vit avec le cœur.
On ne peut pas vivre avec les autres organes. Si le cœur il souffre, c'est que c'est bon. On est entre la vie et la mort. C'est ça qui définit le fait que le syndrome coronarien avec sus-décalage du segment ST, c'est la situation la plus dangereuse dans toute la médecine. Parce que vous êtes en train d'occlure une artère qui irrigue un organe avec lequel vous pouvez vivre. Si jamais cette artère elle est occluse, le myocarde il est en train de souffrir, le cœur il est en train de souffrir, la pompe qui assure votre vie, elle est en train de souffrir. C'est une grosse panne. C'est pas n'importe quelle panne. C'est une grosse panne. C'est le moteur de la voiture qui s'arrête et vous êtes dans le. Mais là, c'est la vie. C'est plus que le moteur de la voiture. Ça, c'est la vie de l'être humain. C'est pour cette raison que la principale indication des thrombolytiques, ça reste le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Parce que l'on a dit avant-hier que le sus-décalage, ça veut dire que la thrombose, il y a une collision totale. Et je dois ouvrir. Dans le syndrome coronarien sans sus-décalage, il n'y a pas d'indication. On donne les antiagrégants, oui. On donne les anticoagulants, oui. Mais on ne donne pas les thrombolytiques. Les thrombolytiques sont réservés pour le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment. C'est clair? Vous avez également les embolies pulmonaires massives. C'est le caillot sanguin, il se forme dans l'artère pulmonaire. Eh ben, c'est ce qu'on appelle embolie pulmonaire. Vous allez voir ça comme cours. Et si jamais l'occlusion de l'artère pulmonaire elle est importante, elle risque de vous donner un choc cardiogénique. Et là, on peut également donner les thrombolytiques. Mais gardez que la principale indication de thrombolytique, c'est le syndrome coronarien aigu. Il y a également d'autres indications que je n'ai pas trop citées ici. C'est la thrombose de prothèse. Quelqu'un qui se présente en urgence parce qu'il n'a pas pris ses médicaments anticoagulants, il n'a pas pris les antivitamines K, il n'a pas pris le synthrope, et puis il se présente avec une thrombose de prothèse. C'est un tableau cataclysmique. Et si vous ne faites pas l'opération tout de suite, ou bien vous ne donnez pas les thrombolytiques tout de suite, il va occlure la thrombose et il décède. Donc, vous pouvez donner les thrombolytiques dans cette situation. Il y a également maintenant une situation où plusieurs médecins l'utilisent, c'est les AVC, les accidents vasculaires cérébraux en phase aiguë. On donne également les thrombolytiques. Et on peut donner également les thrombolytiques quand on a une ischémie aiguë du ventre. Mais ce que vous devez garder, c'est bien le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment. Tout le cours a été fait pour ça. C'est le syndrome. Parce que c'est une urgence. Parce que c'est une urgence qui est fréquente. Vous savez que chaque jour, on thrombolise. Chaque jour, on thrombolise les malades. Parce qu'il y a des syndromes coronariens, c'est une pathologie qui est très fréquente. Vous voyez que chaque jour, je sors avec une boîte d'ordonnance. Parce que chaque fois, je demande le vide. Parce que les thrombolytiques, ça coûte cher. Hein. C'est aux alentours, je pense, si je ne me suis pas trompée, aux alentours de 15 millions la boîte, la dose. 15 millions. Oui. C'est rien du tout pour la vie de l'être humain. C'est la vie de l'être humain qui est en danger. Auparavant, c'était beaucoup plus cher. Si je me rappelle, il y a quelques années, ça coûtait 25 millions. Maintenant, je pense que c'est moins cher, je pense. Quelles sont les principales contre-indications? Il y en a plusieurs. L'allergie aux médicaments, un syndrome hémorragique, poussée ulcéreuse, parce que le malade risque de faire une hémorragie interne, une intervention de chirurgie générale inférieure à 10 jours, une intervention de chirurgie vasculaire inférieure à 1 mois, traumatisme grave, réanimation cardio-pulmonaire prolongée, parce que vous risquez de faire le massage, vous risquez de provoquer même une fracture des côtes. Et ça, si vous donnez les thrombolytiques, on peut avoir un saignement. Les anévrismes. Inférieur à 10 jours, on peut dire qu'après 10 jours, on peut les donner. On peut thromboliser. Par exemple, quelqu'un qui vient d'être opéré sur la vésicule. S'il va faire le syndrome coronarien dans les 10 jours, inférieur à 10 jours, vous ne pouvez pas le thromboliser. Il risque de faire une hémorragie interne. Mais après 10 jours, si, vous pouvez, oui.
vous avez également les anévrismes. Il y a une malade qui est hospitalisée dans le service qui n'a pas été thrombolisée. Elle a fait un syndrome coronaire aigu il y a 2 jours. La résidente n'a pas thrombolisé parce qu'elle a trouvé que la malade a fait des méningions. Donc, elle n'a pas pu la thrombolyser. D'ailleurs, elle a été opérée pour un méningiome et elle va être opérée pour un deuxième. Elle a 2 méningiomes. Une HTA non contrôlée. Mais l'HTA non contrôlée, vous pouvez tout de suite contrôler le malade. Faites descendre l'hypertension artérielle, la tension artérielle. Vous allez, bien entendu, thrombolyser le malade. L'AVC étendu, inférieur à 6 mois, il faut faire attention. Traitement associé par les antivitaminiques. Ici, quand même, il faut demander l'INR. Si on trouve que l'INR est bas, vous pouvez associer les antithrombolytiques, les thrombolytiques. L'insuffisance hépatique sévère. C'est le foie qui fabrique les facteurs de coagulation. Si jamais il y a une insuffisance hépatique, c'est qu'il n'y a pas de facteur de coagulation. Déjà, le malade, il est anticoagulé à l'état naturel. D'accord? La péricardite aiguë, l'endocardite aiguë subaiguë et la grossesse. Ça, c'est les principales contre-indications. Et d'ailleurs, dans le cours, je vous ai séparé contre-indications absolues de relatives, comme ça, vous pouvez bien assimiler dans le cours que je vous ai donné. Sur les effets indésirables et complications, c'est la réaction d'hypersensibilité. Le syndrome hémorragique pouvant engager le risque pronostic vital, bien sûr. Épistaxie, gingivorragie, purpura, hémorragie digestive, hémorragie intracrânienne. Les thrombolytiques sont des médicaments puissants, c'est une surveillance très rapprochée en raison du risque hémorragique. D'ailleurs, moi, quand qu'est-ce que je dis aux résidents, quand vous thrombolisez un malade, vous restez à côté de lui. À côté de lui. Ce qui risque de faire une complication, il faut thrombolyse. Le traitement thrombolytique nécessite donc une surveillance du fibrillogène, du temps de céphalocorde activé, ainsi que la surveillance du traitement et par l'équilibre toujours associé. Vous voyez que si un malade fait un syndrome coronaire aigu, avec ce décalage du segment ST, je donne les thrombolytiques, je donne l'anticoagulation et je donne la double antiagrégation. J'expose le malade au risque hémorragique. Mais ça vaut le coup. C'est le cœur. C'est le cœur qui chauffe. Et je dois ouvrir l'artère du cœur. Et je dois empêcher la souffrance du myocarde. C'est pour cette raison que vous voyez qu'on associe les antiagrégants, les anticoagulants et les thrombolytiques. Et s'il s'agit d'un syndrome coronaire aigu sans ce décalage du segment ST, on donne la double antiagrégation plaquettaire et on donne les anticoagulants. S'il s'agit d'un syndrome coronaire aigu avec sus décalage, les thrombolytiques, les anticoagulants et la double antiagrégation. C'est en train de répéter comme ça, vous allez bien mémoriser ce que je dis. Quelles sont les indications? Syndrome coronaire aigu avec élévation du segment ST, l'embolie pulmonaire massive et l'accident vasculaire cérébral ischémique. Et je vous dis quand même, parfois, moi, personnellement, j'ai thrombolisé des malades avec une thrombose de prothèse, des prothèses aortiques ou prothèses mitrales, ils viennent avec dans un tableau cataclysmique, dans des thrombolytiques parce que je veux ouvrir la prothèse. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser? On y va. Alors, lisez-moi les questions, comme ça. Moi, je ne pense pas tout le monde, c'est ça. La première question, pourquoi ils sont contre-indiqués en cas d'asthme? Quoi? Quoi? Lesquels? MI, lesquels? Je pense, Il y a les antiagrégants plaquettaires. Moi, je vous dis, elle n'a pas dit, mais les antiagrégants plaquettaires, parce que les antiagrégants plaquettaires agissent sur la prostacycline. La prostacycline, c'est un vasodilatateur
Et puis, si on limite, on risque de provoquer une bronchoconstriction. C'est pratiquement la même chose qui se passe au niveau de l'estomac. L'aspirine, elle agit sur les prostaglandines. Et les prostaglandines, c'est réellement des relaxants de l'estomac. Et si vous allez les inhiber, vous risquez de provoquer une hémorragie avec une vasoconstriction, une hémorragie au niveau de l'estomac. C'est pour cette raison qu'ils sont contre-indiqués. Oui. Les antivitamines. Comment? Pourquoi ils sont contre-indiqués en cas d'asthme? Les antivitamines. Les antivitamines K. Les antivitamines. En cas d'allergie, parce que là, ça reste un terrain atopique. Ça reste un terrain où on peut faire de l'allergie. Si on donne les antivitamines K, ne sont pas contre-indiqués chez l'asthmatique, mais sont contre-indiqués en cas d'un malade qui fait un terrain atopique ou si ce malade-là, il fait un problème d'allergie. D'accord? Par contre, les anti-agrégants plaquettaires, on fait très attention chez l'asthmatique. Ils ne les supportent pas. Hein. C'est comme les bêta-bloquants qu'on va avoir dans le cours. Oui? L'aspirine est considérée aussi comme INS. Oui, parce que c'est un anti-inflammatoire. Et c'est un anti-inflammatoire. Vous le connaissez, c'est un anti-inflammatoire et c'est un médicament qui limite la fièvre. C'est sur l'interleukine. Il a plusieurs modes d'action. Et son action principale, l'aspirine, c'est le prostaglandine. C'est pour cette raison qu'on fait très attention pour les gastrites et pour les hémorragies, parce que ça risque de provoquer surtout les gastrites. Oui. La contre-indication de l'héparine chez les insuffisants rénales, elle risque de faire quoi exactement? Non, ce n'est pas toutes les héparines. Je dis bien l'héparine de bas poids moléculaire. L'héparine de bas poids moléculaire, si vous la donnez chez un insuffisant rénal et vous ne dosez pas son efficacité, vous risquez de provoquer un surdosage chez l'insuffisant rénal et provoquer une hémorragie. Donc, il vaut mieux donner un médicament qu'on peut contrôler. Quel est le médicament qu'on peut contrôler? C'est l'héparine non fractionnée. J'ai dit bien que l'indication de l'héparine non fractionnée, l'indication majeure, l'indication, c'est l'insuffisance rénale. Parce que si vous donnez chez l'insuffisant rénal, vous lui donnez de l'héparine fractionnée, l'héparine de bas poids moléculaire, par exemple, vous appelez l'Ovelox, et puis vous n'êtes pas en train de doser, alors que lui, c'est un insuffisant rénal. Il risque de faire un surdosage. Et s'il va faire un surdosage, il risque de faire une hémorragie. Par contre, si vous lui donnez de l'héparine et vous dosez le temps de ce facteur qu'on a activé et que vous êtes dans la fourchette d'anticoagulation, vous êtes tranquille. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai répondu pour les premiers? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci. C'est bon? Comme ça, on passe à d'autres. On passe à d'autres. Lors du syndrome coronarien aigu avec 6 décalage du segment ST, on donne double antiagrégant plaquettaire et un thrombolytique, c'est ça? Oui, bien sûr. Et un anticoagulant. Elle a oublié quelque chose, oui. Très bien. Encore? Une question. Sur quels critères on choisit entre la métalyse et l'acétylyse? Et l'actylyse, oui. En fait, parce que la métalyse, c'est plus facile à donner. On donne une seule injection. Alors que l'actylyse, on va mobiliser même la seringue électrique. On donne une dose de charge et on poursuit l'indication. En plus, la métalyse, elle a été trop essayée dans le syndrome coronarien aigu. L'actylyse, maintenant, il l'utilise surtout pour les accidents vasculaires cérébraux. Donc, il n'y a pas de problème entre les deux. Il n'y a aucun, mais la facilité d'administration, la métalyse, elle est beaucoup plus facile à administrer. Voilà. Moi, personnellement, je préfère la métalyse. Elle est plus facile à administrer. Oui? C'est bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que vous avez bien compris le cours? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ah, voilà, il y a une question.
Il y a un délai à respecter dans la thrombolyse. Oui, il faut respecter le délai. On ne peut pas thromboliser un caillou ancien ou un caillou qui devient ancien ou un caillou qui va évoluer vers la chronicité. On thrombolise un caillou frais pour pouvoir le thromboliser. Alors, le caillou frais, il restera frais jusqu'à 12 ans. Après 12 ans, si le malade vient avec un syndrome de sus-décalage, chaque fois que vous êtes dans les premières minutes, vous êtes efficace, les premières heures, vous êtes efficace. À partir de 6 heures, ça devient l'efficacité commence à diminuer. Après 12 heures, ce n'est pas la peine. Après 12 heures de temps, ce n'est pas la peine de thromboliser le malade parce que le caillot, il devient consistant, il n'est plus frais. Et vous donnez les thrombolytiques, vous risquez donc juste de provoquer une hémorragie pour votre patient. OK? Je pense que ça, je l'ai mis dans le cours. C'est bon pour les questions. Voilà, il y a une question. C'est quand on fait angioplastie ou thrombolytique. Dans les pays développés, on ne fait plus de thrombolytique. Dans les pays développés, là où il y a une salle d'angioplastie, on fait directement le malade. Il rentre à l'hôpital, il va s'installer sur le lit de la salle de cathé, on fait une angioplastie. On va éviter le risque hémorragique des thrombolytiques. Mais vous êtes dans un patelin où il n'y a pas de salle d'angioplastie. Où vous êtes dans un patelin où la salle d'angioplastie, elle est loin à peu près de 2 heures de route, 2 heures de temps. Si vous prenez 2 heures de temps pour arriver à une salle, ce n'est pas la peine, il vaut mieux faire les thrombolytiques. Parce que vous allez perdre le tissu cardiaque en prenant le temps pour arriver à la salle de café. Donc, si jamais on peut faire l'angioplastie dans un intervalle de 2 heures de temps, faites-le. C'est encore mieux. Si vous ne pouvez pas le faire, il vaut mieux passer au thrombolytique. D'accord? Mais l'angioplastie, maintenant, c'est le traitement du syndrome coronarien aigu. Les gens, ils ont travaillé pour avoir des salles de cathé un peu partout dans leur pays. Mais nous, en Algérie, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà.